Il était une fois un couple marié depuis plus de 4 ans sans enfants. Jacques était un homme qui voulait désespérément avoir des enfants. Pendant ces 4 années, il avait fait de la vie de sa femme un enfer. Sa femme, Nafi, se réveillait chaque matin en se rappelant de son incapacité à concevoir un enfant. Son mari la ridiculisait à chaque occasion et cela commença à avoir des conséquences sur sa santé. Un matin, Jacques est entré chez Nafi qui était occupée à prendre son petit déjeuner. Son cœur s'est rempli de colère en la regardant manger. Regarde comme tu dévores la progéniture d'un autre. Tes compagnons ont des bébés et toi tu es là à manger des œufs que tu ne peux même pas pondre. Il a dit à Nafi qui a fondu en larmes en repoussant son assiette. Elle avait perdu l'appétit. Les mots de son mari l'ont profondément blessée, mais ce n'était pas la première fois qu'il lui parlait cruellement. Son esprit est revenu à quelques semaines auparavant, le jour où ils sont revenus de l'hôpital. Elle avait subi une série de tests de fertilité dans l'espoir de savoir si la FIV était une option possible pour elle, mais les médecins lui ont dit qu'elle avait un fibrome. Nafi n'en croyait pas ses oreilles. Elle a demandé à connaître son sort et les médecins lui ont dit qu'elle devait d'abord subir une opération pour retirer le fibrome. Ils lui ont conseillé de le faire avant même de penser à subir une procédure de FIV. Nafi était tellement navrée de savoir à quel point son mari ne l'avait pas soutenue pendant toutes ces années. « Tu penses que je suis une machine à faire de l'argent ?» dit-il à Nafi qui a plaidé pour un peu d'argent pour l'opération du fibrome. « Tes amis portent des bébés dans leur ventre alors que tu es ici porteuse de maladie. » Il a dit à Nafi avec colère en la quittant, déclarant qu'elle partirait pour son propre argent. Nafi se tenait là, figée. Ces mots cruels résonnaient dans ses oreilles. Son cœur lui faisait mal mais elle n'était pas surprise. Jacques ne lui avait jamais montré aucune forme de gentillesse dans sa lutte et maintenant qu'elle avait le plus besoin de lui, elle n'était pas choquée de voir sa réaction. Déterminée à ne pas abandonner, Nafi essuya ses larmes et se mit en quête d'une solution. Elle accepta des emplois plus subalternes, travaillant sans relâche du matin au soir. Elle lavait des vêtements, nettoyait des maisons et travaillait même comme nounou pour un bébé de 2 ans dont la mère était morte pendant l'accouchement, laissant le père du bébé s'occuper seul du bébé. Le père du bébé, qui s'appelait Uchena, était un homme occupé qui n'avait pas le temps de s'occuper lui-même de son bébé. Il confia à Nafi la responsabilité de son bébé, lui faisant confiance pour le nourrir et s'occuper de l'enfant comme s'il était le sien. Au début, il était difficile pour Nafi de tenir et de nourrir l'enfant d'une autre femme alors qu'elle désirait avoir le sien, mais avec le temps, les rires innocents du bébé et les petits doigts enroulés autour des siens adoucirent la douleur dans son cœur. Uchena remarqua à quel point elle se souciait profondément de l'enfant. Il rentrait souvent à la maison et trouvait Nafi en train de chanter doucement en berçant le bébé pour l'endormir. « Tu as le cœur d'une mère », lui dit-il un soir en la regardant essuyer le visage de son bébé avec ses mains tendres. Nafi sourit tristement en disant quelque chose qui attira l'attention de son patron. « Une mère sans enfant », murmura-t-elle tandis que son patron Uchena la regardait avec un regard compatissant. Il avait vu la douleur dans ses yeux, la souffrance silencieuse qu'elle portait chaque jour. « Tu es une mère Nafi », dit-il doucement. « Un enfant ne naît pas seulement du ventre de sa mère, mais de l'amour et de l'attention et je le vois en toi. » Ces mots réchauffèrent son cœur car elle savait qu'il n'effacerait pas la douleur qu'elle avait maintenant endurée. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait jamais ressentie depuis très longtemps. Pour une fois, elle avait été appréciée. Quelqu'un avait enfin vu sa valeur, ce que son mari Jacques n'avait jamais fait, mais au moment où elle franchit la porte, elle sut que des ennuis l'attendaient. Son mari Jacques était assis dans le salon, le visage noir de colère. « D'où viens-tu » demanda-t-il avec colère. « Du travail » répondit doucement Nafi, posant son sac sur la table. Jacques se moqua et se leva, la dominant de toute sa hauteur. « Du travail ? Tu veux dire de la maison de ton amant ?» Les sourcils de Nafi se froncèrent de confusion. « De quoi parles-tu ? » « Ne fais pas l'idiot avec moi Nafi, hurla-t-il. J'ai entendu les ragots. Tu penses que je ne sais pas ? Tu passes toute la journée dans la maison d'un autre homme à t'occuper de son enfant, à rire avec lui et tu t'attends à ce que je croie qu'il ne se passe rien entre vous. » La poitrine de Nafi se serra. Elle était trop épuisée pour discuter, mais elle ne pouvait pas le laisser l'accuser de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. « Uchena est mon patron, je m'occupe de son bébé et c'est tout. » Jacques rit amèrement. Alors maintenant tu le défends ? Tu as le temps de t'occuper de l'enfant d'un autre homme ou tu ne peux pas me donner mon propre enfant.
Peut-être que si tu passais moins de temps à jouer la mère avec le fils d'un autre homme, tu pourrais enfin avoir tes propres enfants, dit-il à Nafi qui se tenait là, brisé d'entendre de tels mots de sa part. Ces mots ressemblaient à un poignard transperçant son cœur. Je fais ça pour nous, Jacques, dit-elle d'une voix tremblante. Je travaille dur tous les jours pour récolter des fonds pour mon opération, pour la FIV qui coûte si cher. Tais-toi, dit Jacques en colère. Je suis ton mari et je ne laisserai pas ma femme courir dans la maison d'un autre homme comme une femme sans vergogne. Tu vas quitter ce travail immédiatement et ma décision est définitive. Nafi le regarda avec incrédulité. Arrêter et faire quoi? M'asseoir ici et attendre que tu m'insultes tous les jours comme tu le faisais avant. Les yeux de Jacques s'assombrirent. Si tu ne quittes pas ce travail, alors prépare-toi à quitter ma maison. Le silence s'installa entre eux tandis que Nafi déglutissait difficilement, son esprit s'emballant. Elle avait tant sacrifié, tant enduré et pourtant rien n'était jamais suffisant pour lui. Elle pensa aux paroles aimables d'Ushena. Elle pensa au sourire innocent du bébé et à tout ce qu'elle avait lutté pour survivre. Cependant, Nafi se débattait avec l'idée d'être sans abri. Elle ne pouvait pas risquer que Jacques la pousse hors de la maison à ce moment-là. Elle réfléchit à ce qu'elle devait faire et décida de quitter son travail. C'était une décision difficile pour elle, mais Nafi croyait qu'elle trouverait un meilleur travail. Elle rendit visite à son patron Ushena qui la supplia de rester. « Mon fils t'aime déjà » dit-il à Nafi dont le cœur était si lourd. Il est même allé plus loin en proposant une augmentation de 5% de son salaire que Nafi ne pouvait ignorer. Avec l'augmentation de salaire, Nafi pourrait économiser suffisamment d'argent pour son opération en peu de temps. Elle ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité même si elle connaissait les conséquences de l'accepter. Nafi a demandé un peu de temps pour réfléchir. Elle est arrivée à la maison quelques minutes plus tard pour rencontrer une femme étrange qui prétendait être enceinte de son mari Jacques. Son ventre protubérant était indéniable. Sa maîtresse enceinte était confortablement assise sur le canapé de Nafi, se frottant le ventre avec satisfaction tandis qu'elle la regardait fixement. Jacques se tenait à côté d'elle, les bras croisés. « C'est Amaka » dit-il froidement en révélant qu'elle portait son enfant. Le souffle de Nafi s'est arrêté dans sa gorge. La pièce a semblé tourner pendant un moment. « Votre enfant » elle a chuchoté, à peine capable de comprendre ce qu'elle entendait. « Oui » a dit Jacques, sa voix teintée d'arrogance. « Puisque tu m'as trahi en tant qu'épouse, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui était prêt à me donner un enfant. Une femme complète dont l'utérus n'est pas atteint de maladie. » Les mains de Nafi tremblaient. Elle avait enduré des années d'insultes et de cruauté, mais là, c'était une trahison qu'elle n'avait jamais vue venir. Elle se tourna vers Amaka qui lui souriait maintenant avec suspicion, comme si elle avait gagné une sorte de compétition tordue. « Combien de temps ?» demanda Nafi, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Amaka gloussa et posa une main sur son ventre. 5 mois. Alors qu'elle travaillait sans relâche, luttant pour réunir l'argent nécessaire à l'opération chirurgicale pour lui donner un enfant, Jacques était déjà passé à autre chose. Nafi se tourna vers son mari pour voir s'il ressentait un atome de regret, mais ce qu'elle vit était de la fierté. « C'est donc pour ça que tu voulais que je quitte mon travail ?» demanda-t-elle amèrement alors que des larmes coulaient sur ses yeux. À ce moment-là, Nafi savait qu'elle devait sécuriser son emploi. Elle a appelé son patron devant Jacques qui s'est enfui en colère de voir qu'elle avait décidé de choisir son travail plutôt que lui. Jacques l'a jetée hors de sa maison pendant que sa maîtresse enceinte était assise là et regardait. Nafi n'avait nulle part où aller. Elle est arrivée chez son patron avec sa valise et lui a expliqué toute la situation et son patron lui a offert une chambre dans sa maison en lui assurant qu'elle était en sécurité chez lui. Pour la première fois depuis des années, Nafi ressentit un sentiment de soulagement. Elle avait passé si longtemps à vivre dans la peur et l'humiliation, se pliant en 4 pour faire plaisir à un homme qui ne l'avait jamais valorisée. Mais maintenant, debout dans la maison d'Ushena, elle réalisa qu'elle méritait mieux. Ushena pouvait voir à quel point elle était brisée et bien qu'il soit son patron, il ressentait sa douleur. Il l'encouragea à aller de l'avant avec l'opération des fibromes en promettant d'être à ses côtés tout au long du processus. Il lui proposa même de lui prêter de l'argent si elle en avait besoin, mais Nafi refusa. Elle avait travaillé pour laisser quelqu'un d'autre porter son fardeau. Avec son salaire plus élevé, elle savait qu'elle pourrait se permettre son opération dans quelques mois. Alors, elle travailla avec diligence pour prendre soin de l'enfant qu'elle avait appris à aimer et à chérir. Un après-midi,
Alors qu'elle préparait le déjeuner dans la cuisine, elle reçut l'appel disant que son mari était allé chez elle pour demander la dot qu'il avait payée à son père. Nafi resta figée, la main serrée sur le téléphone. Elle avait imaginé ce moment d'innombrables fois. Le jour où Jacques la rejetterait enfin complètement. Le jour où il couperait officiellement le dernier lien qui les unissait. Mais elle n'aurait jamais pensé que cela arriverait si tôt ou de cette manière. La voix de sa mère à l'autre bout du fil était remplie d'une colère contenue. Il est venu ici avec cette femme, Nafi. Elle a craché, cette chose éhontée, debout à ses côtés avec son ventre gonflé, agissant comme si elle avait fait quelque chose de grand. Il a jeté ta dot sur la table et a agi comme si tu étais une marchandise qu'il essayait de rendre. Plus maintenant. Elle avait déjà donné à Jacques trop de ses larmes. Je comprends, maman, dit-elle, la voix ferme. Laisse-le partir. Sa mère hésita. Nafi, tu as le droit de te battre. Tu es sa femme. J'étais sa femme, maman, corrigea-t-elle. Il a fait son choix et j'ai fait le mien. Après avoir mis fin à l'appel, Nafi s'appuya contre le comptoir, expirant profondément. Elle était libre, vraiment libre. Plus d'insultes, plus d'humiliations, plus de vie sous un toit où elle n'était rien d'autre qu'un punching ball. Les mois passèrent et le jour de l'opération arriva enfin. Uchenna accompagna Nafi à l'hôpital. Il lui tenait la main tandis que les médecins l'emmenaient en salle d'opération. Tout se passait bien au bloc opératoire jusqu'à ce que les médecins réalisent qu'elle était enceinte de 9 mois. Tout le monde fut choqué. Les médecins échangèrent des regards, l'incrédulité inscrite sur leurs visages. L'échographie avait montré des fibromes, mais ils ne savaient pas que caché dans la tumeur se trouvait un bébé complètement développé. Nafi, à peine consciente, pouvait entendre les médecins murmurer, leur voix remplie d'urgence. « Elle est en travail », dit l'un d'eux avec stupeur. « Quoi ?» Le chirurgien en chef regarda à nouveau l'écran. Ce n'est pas seulement un fibrome, elle porte un enfant depuis le début. Cette prise de conscience frappa Nafi comme une vague, mais avant qu'elle ne puisse complètement la comprendre, une vive douleur lui traversa l'abdomen. Puis, tout devint noir. Quand elle se réveilla quelques heures plus tard, la première chose qu'elle entendit fut les doux cris d'un bébé. Elle tourna légèrement la tête et vit Uchenna assis à côté d'elle, tenant un petit bébé dans ses bras. Nafi, l'appelait-il, révélant qu'elle était désormais mère. Des larmes coulaient sur ses joues. Une fille. Sa voix se brisa. Uchenna hocha la tête, les yeux remplis d'excitation. Oui, tu l'as porté tout ce temps sans même t'en rendre compte. Les fibromes cachaient ta grossesse. Les médecins disaient que c'était rare, mais c'est arrivé. Nafi ne pouvait retenir ses larmes. Après des années à être traitée de stérile, à être insultée, ridiculisée, jetée comme si elle n'était rien, elle n'a jamais su qu'elle portait un enfant depuis le début. Un bébé miracle qui est venu effacer la honte de son visage. Uchenna a doucement placé le bébé dans ses bras, et au moment où Nafi a regardé sa fille, tout le reste s'est estompé. La douleur, la souffrance, le rejet, tout cela. Sa petite fille, avec ses petits doigts enroulés autour des siens, était la preuve que Dieu ne l'avait jamais abandonnée. Uchenna tendit la main et essuya une larme sur sa joue. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Nafi, tu l'as toujours été », lui dit-il alors qu'elle tenait son bébé contre elle. Nafi réalisa à ce moment-là qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait perdu. Elle avait trouvé l'amour, la paix et surtout elle-même. Alors qu'elle était allongée là, heureuse et excitée, son mari Jacques était dans une autre partie de l'hôpital en train de pleurer. Le poids du monde semblait s'écraser sur lui alors qu'il était assis dans le couloir de l'hôpital, ses mains tremblantes alors qu'il se couvrait le visage. Ses cris étaient bruts, mais personne n'est venu le consoler. Amaka, la femme qu'il avait présentée comme une femme à part entière, avait perdu leur enfant. Le fils même dont il s'était moqué de Nafi pour ne pas lui avoir donné était parti avant même qu'il ne puisse prendre son premier souffle. Les infirmières et les médecins passèrent à côté de lui sans un second regard. Personne ne le plaignit, car ils avaient vu à quel point il traitait mal sa femme Nafi. La même femme qu'il avait ridiculisée et abandonnée tenait maintenant son bébé miracle dans une autre partie de l'hôpital. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les mêmes personnes qui avaient autrefois chuchoté à propos de la prétendue stérilité de Nafi parlaient maintenant de son bébé miracle. Jacques pouvait entendre les murmures. Il ne pouvait pas croire que sa femme Nafi avait donné naissance à un bébé le jour même où il avait perdu son fils.
Il repensa à toutes les insultes qu'il lui avait lancées. La honte était désormais à lui. Rassemblant le dernier lambeau de sa fierté, Jacques se força à se lever. Il avait besoin de voir sa femme. Il avait besoin de demander pardon, de plaider pour une seconde chance. Mais lorsqu'il atteignit sa chambre d'hôpital, il s'arrêta en voyant Nafi bercer son bébé. Jacques pouvait voir à quel point elle avait l'air heureuse et ne pouvait pas se pardonner toute la douleur qu'il lui avait causée. Il se mit à genoux et implora son pardon. « Nafi, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît, j'étais aveugle. J'étais un imbécile. J'ai laissé ma fierté et mon désespoir me pousser à faire des choses innommables. Si je pouvais remonter le temps, je te traiterais comme la reine que tu es. » Nafi baissa les yeux sur Jacques, un homme qui avait autrefois brisé son esprit, un homme qui l'avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui. « Tu veux mon pardon, Jacques, dit-elle, sa voix ferme et puissante. Je te pardonne le jour où tu m'as jeté dehors comme une poubelle. Ce jour-là, j'ai décidé que tu n'aurais plus de contrôle sur mon bonheur. Mais le pardon ne signifie pas une seconde chance. » Les yeux de Jacques s'écarquillèrent de douleur. « Tu es allé voir ma famille pour demander ma femme. Tu m'as embarrassé devant tous ceux qui me sont chers, dit-elle, sa voix tremblant de douleur. Au moment où tu as fait ça, Jacques, notre mariage a pris fin. » Les épaules de Jacques s'affaissèrent, son visage tordu d'agonie. Alors que les mots de Nafi s'enfonçaient, il pouvait clairement voir que Nafi était passée à autre chose. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien pour quoi se battre. Il avait détruit sa propre maison à main nue, et maintenant il devait vivre avec les conséquences. Lentement, il se leva, il jeta un dernier regard au bébé alors qu'il s'éloignait. Nafi le regarda disparaître dans le couloir de l'hôpital, les épaules affaissées de défaite, mais elle ne ressentait rien pour lui, ni colère, ni satisfaction, juste la paix. Elle leva les yeux vers Uchenna, qui lui sourit doucement et lui demanda si elle allait bien. Nafi hocha la tête en signe d'accord, et pour la première fois depuis des années, elle le pensait vraiment. C'est ainsi que Nafi continua à travailler pour Uchenna, s'occupant de sa fille et de son fils. Au fil du temps, Uchenna développa des sentiments pour Nafi et lui dévoila son esprit. Nafi aussi était tombée profondément amoureuse de lui et avait accepté d'être avec lui. Pour la première fois de sa vie, elle était aimée comme elle en avait toujours rêvé. Uchenna était patient, gentil et doux avec elle. Il ne la pressait pas, ne lui demandait rien et était toujours là, la soutenant, l'encourageant, la faisant se sentir valorisée. Au début, Nafi hésita. Elle venait de sortir d'un mariage douloureux et toxique. Les cicatrices de la cruauté de Jacques étaient encore fraîches, mais Uchenna était différent. Il n'avait jamais élevé la voix contre elle, ne l'avait jamais fait se sentir moins qu'une femme, ne l'avait jamais fait remettre en question ses paroles. Au fil du temps, elle s'est autorisée à aimer à nouveau. Leur lien s'est renforcé de jour en jour, et leurs enfants, Shizum et Obina, sont devenus inséparables. C'était comme si le destin avait écrit leur histoire d'amour bien avant qu'ils ne s'en rendent compte. C'est ainsi que Nafi a retrouvé l'amour lorsqu'elle s'est finalement mariée avec Uchenna et a vécu heureuse pour toujours. La leçon à tirer de cette histoire est que la vie a une façon de nous récompenser pour nos actions. Nous devons apprendre à être gentils et patients, car ce que nous donnons aux autres nous reviendra toujours. N'oubliez jamais que votre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent. Nous sommes tous dignes d'amour et de respect, quelles que soient nos difficultés. La vie peut nous lancer des défis, mais la persévérance nous mènera toujours à notre percée. Il arrive souvent que la vie ne se déroule pas comme prévu, mais lorsque le moment est venu, tout se met en place. Nous devons donc apprendre à faire confiance au processus, car les difficultés d'aujourd'hui peuvent se révéler être les victoires de demain. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.